Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Burnicorn. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question comment c'étaient les rencontres amoureuses par le passé jusqu'à nos jours. Alors ça tombe bien, j'ai enquêté pour vous à ce sujet, restez jusqu'à la fin pour le découvrir. Il y a jadis, les rencontres amoureuses, c'était pas comme les sites de dating, c'était un peu plus carré, voire longuet pour avoir un rendez-vous. Si vous pensiez que c'était mieux avant, vous vous trompez. Tout dépendait de votre classe sociale et religieuse, et que vous soyez une femme ou un homme. Il n'y avait pas 1000 façons pour communiquer à distance, que ce soit du Moyen-Âge ou 19e siècle. C'était soit par télégramme, ou par courrier interposé par de belles lettres épistolaires qui pouvaient se perdre, ou la personne pouvait ne plus répondre et vous ghoster. Parfois, on communiquait même par pigeon voyageur. Ce qui était encore plus compliqué pour recevoir un message rapidement, ce qui pouvait parfois prendre plusieurs jours, voire mois, pour avoir une probable réponse romantique, bien que Jules César, dans l'Antiquité, utilisait cette méthode pour transmettre des messages de guerre et politique, et que cela fonctionnait pas trop mal pour lui. Faut savoir qu'à l'époque, rencontrer quelqu'un, surtout dans les années 1800, n'était pas pour de simples amourettes, mais une manière d'agrandir son patrimoine, surtout dans les familles rurales. Cela constituait un moyen privilégié d'agrandir ses terres, et le mariage permettait d'améliorer un peu les situations précaires que ces familles vivaient. Bien entendu, l'homme devait demander au père de famille l'autorisation de fréquenter sa fille, puis de la marier. Avec l'apparition des journaux, les petites annonces matrimoniales se feront plus nombreuses. Par exemple, après la Première Guerre mondiale, le marché des rencontres amoureuses est déséquilibré parce qu'il y a moins d'hommes que de femmes, du fait de la guerre. Les hommes et les femmes sont conscients de la situation, et ce célibat de masse les amène à avoir des stratégies différentes pour se rencontrer. Les femmes, pour augmenter leurs chances de se marier, vont peu à peu rabaisser leurs prétentions et accepter des candidats moins attractifs. Les hommes, de leur côté, vont augmenter leurs prétentions amoureuses. Dans les mariages par annonce, la moyenne d'âge entre époux va être de 5 à 7 ans d'écart. On pourrait se dire que c'est normal pour l'époque, mais en fait non, à la même période, l'écart d'âge moyen entre conjoints dans un mariage hors annonce est de 2 à 3 ans. Ce qui change entre la fin du 19e et début du 20e, c'est qu'au début, la dimension affective n'apparaît pas du tout dans les annonces. On donne les professions, la situation sociale, son âge et son statut marital, sachant que le statut marital compte beaucoup pour les femmes. Cela peut paraître stigmatisant d'être célibataire passé un certain âge. Aux femmes, on leur demande d'avoir une dot, une fortune, alors qu'aux hommes, on leur demande surtout une profession, d'avoir des revenus. Le rapport de force est inégal. Les relations pour les femmes sont très marquées par la force de la domination masculine. Et les mariages qui en émanent de ce mode de rencontre sont majoritairement dictés par les règles masculines. On va généralement se marier dans sa classe sociale. On regardera le titre, la situation sociale, et voire parfois religieuse de la personne avant même d'aller plus loin. Certaines agences matrimoniales vont utiliser la presse pour faire comme un catalogue de leur clientèle. Ce ne sont pas exclusivement les agences matrimoniales qui vont écrire ces annonces, il y aura aussi des particuliers. Mais les agences, lorsqu'elles postent des annonces, ne disent pas qu'elles sont une agence matrimoniale, parce que les lecteurs de journaux sont assez méfiants. Elles prennent notamment une commission sur la dot de la future épouse, et ont une très mauvaise image à la fin du 19e siècle. Et pour ceux qui écrire une annonce était trop compliqué, il y avait toujours la possibilité de recourir à des professionnels du mariage, dits aussi pour l'époque d'agences d'affaires, dans les années 1800. On appelait ainsi ces nombreux bureaux qui, contre rémunération, offraient à leurs clients des services divers et variés de toutes sortes comme transactions immobilières, voyages, successions, recouvrement de créances, et ce genre de bureau négociait des mariages, qu'on appelait aussi en termes professionnels, on appelait courtage matrimonial. Le célibat est perçu comme un échec social. L'agence va aller à l'encontre de l'institution du mariage et de l'église. Elle entache la sainteté et est encore très forte au 19e siècle. Il existe aujourd'hui en France environ 2000 agences matrimoniales. Elles ont pour la plupart perdu leur côté néfaste d'autrefois et apparaissent souvent comme un dernier recours pour tous ceux qui considèrent le mariage comme une clé de voûte de la société ou un signe de la réussite individuelle. A savoir que dans les années 1950, la jeunesse commence à s'enfranchir tranquillement de l'église. Les jeunes finissent par se détacher du cadre religieux et familial. Et l'évolution de l'automobile
permettra d'élargir les rencontres amicales et amoureuses. La culture populaire, surtout américaine, puis ensuite en Europe, permettra de décloisonner la jeunesse. Les rencontres pouvaient être par le biais d'amis connaissant des célibataires, en s'arrangeant surtout pour pratiquer des loisirs en équipe, en suivant des cours de cuisine et aussi en participant à des fêtes et à des bals. Faut bien reconnaître qu'à cette époque, les bons amis jouaient un peu le rôle d'entremetteurs. Avec l'arrivée du Minitel au début des années 1980, cela donnait les prémices des premiers sites de rencontres que l'on connaît aujourd'hui. Avec le Minitel Rose dit flirt électronique, on était dans une forme de communication qui reposait à la fois sur l'évitement relationnel et les rencontres fictives, qui étaient pour la plupart exclusivement basées sur le réseau et l'intimité des échanges. On s'exprimera, en particulier sur ses pulsions, ce qui était très novateur pour l'époque, avec un pseudonyme bien choisi, tout en restant anonyme aux yeux des autres. On aura également l'apparition des premiers jeux télévisuels de rencontres amoureuses comme Tournée Manège en France à partir de 1985, inspiré du format américain de Dating Game de 1965, puis par la radio et les émissions de télé-réalité au début des années 2000. En 1993, un certain Gary Kremen et Pentaeon créent la société Match.com et achètent par la même occasion le nom de domaine à plus de 2500 $. En avril 1995, le premier site de rencontre payant arrive aux États-Unis. Match.com est lancé. A savoir qu'à cette époque, pas tout le monde a Internet. Donc, quand on parle de pionnier de l'amour, c'était bien le cas. Avant d'inventer Match.com, Gary était lui-même célibataire à l'époque et un client régulier de hotline dating aux États-Unis. Cela lui coûtait 2,99 $ la minute pour parler à d'autres personnes. Ce qui lui fera penser que si les gens sont prêts à payer pour une hotline dating, ils paieraient aussi pour un site de rencontre payant et sur mesure. Le jeune entrepreneur dévoile Match.com en 1995 avec d'emblée un gros problème. Non seulement les personnes connectées se font rares, car Internet n'est pas disponible partout, mais pour qu'elle ait un intérêt commun, la communauté doit s'agrandir et rapidement. Dès lors, il inscrit toutes ses connaissances, y compris sa petite amie de l'époque, malheureusement va rencontrer quelqu'un d'autre et va quitter Gary. Mais le site, lui, décolle. Bien sûr, les célibataires n'ont pas entendu qu'on s'occupe d'eux pour se servir d'internet, et le cyberlove et les chatrooms existaient déjà avant, et continuant de se développer en parallèle des sites de rencontres. Match.com invente la formule payante, et surtout, l'algorithme qui permet et vous promet de trouver la personne idéale selon vos goûts, vos intérêts, et dont la promesse était surtout de trouver votre âme sœur. Il y avait malgré tout 80% d'hommes et peu de profils, et surtout le tabou y était très élevé. Ce que ce soit en 1800, en 1930 ou dans les années 2000, les sites de rencontres et annonces matrimoniales n'étaient pas toujours bien vus par l'opinion générale. En France, il faut attendre 2001 pour que Marc Simoncini crée le premier site français de rencontres qui s'appellera Mythique, suite à l'engouement de Match.com aux USA. Comme quoi, le marché de rencontres de célibataires n'est pas une affaire d'amour, mais de fric, car Mythique est un site payant. Malheureusement, le marché de la rencontre va prendre un tournant dans les années 2000, avec les sites et applications gratuites ou partielles, ce qui ouvrira de nouvelles possibilités aux utilisateurs et surtout aux célibataires. Adopte un mec qui est payant aux hommes mais pas aux femmes arrive en 2007, puis Badoo qui sera gratuit avec des fonctionnalités payantes. Et enfin, en 2012, arrive sur le marché Tinder, qui détruit un peu le game de la rencontre, avec sa nouvelle façon de simple de connaître des personnes par la géolocalisation et le swipe, qui est une application gratuite avec certaines fonctionnalités payantes. A savoir que Tinder rapporte seulement en 2021 plus de 1,65 milliard de dollars américains. Selon une étude menée par le CSA en France, 62% des personnes inscrites sur des sites de rencontres en ligne recherchent des aventures sans lendemain, alors que seuls 35% désirent une relation sérieuse, et seulement 3% une amitié. Cela a de quoi faire réfléchir. Aujourd'hui, il existe une multitude de sites et d'applications de rencontres allant aux stratégies de Nice, ou dans l'infidélité, l'homosexualité, ou encore religieuse et amicale, qu'on s'y perdrait presque. Malheureusement, l'envers du décor des sites et applications de dating fait sérieusement réfléchir. Selon une étude parue dans The Independent en 2017, on comptait pas moins de 10% de délinquants, 3% de psychopathes, 51% seraient déjà en couple, dont 12% mariés. Et 10% d'escrocs et 81% de faux profils. Donc faites gaffe à qui vous parlez et finissez par rencontrer. Mais quand on se penche sur l'histoire des rencontres, on voit bien que de nos ancêtres à aujourd'hui, il est parfois difficile de trouver l'âme sœur, et qu'à notre époque, avec les smartphones,
on a encore mis une certaine distance avec les personnes. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à mettre un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.